Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve ce matin en live pour une matinale exceptionnelle avec Johan Levé. Salut Johan. Coucou Martin, ça va? Salut tout le monde. On se retrouve ensemble pour une émission spéciale. On se fait plaisir. Vous l'avez vu peut-être pendant les Sabliers d'Or, on s'est amusé à enregistrer des petites émissions dans lesquelles on a partagé un peu plus que le jeu de société. On a fait un petit pas de côté. On a regardé, surtout toi, Johan, tu avais préparé toutes des petites séquences pour parler du jeu de société, mais autrement, à travers justement tout ce qui est culture ludique, mécanique parfois. Et on s'est dit, ça vous a beaucoup plu. On a lu vos commentaires. On s'est dit que ça valait le coup peut-être d'initier de nouvelles matinales dans lesquelles on prend plaisir à discuter ensemble. Alors à distance, hein, tu es chez toi. Où ça? C'est situé où? Eh ben, à Châteauneuf. Et en fait, c'est entre Lyon et Grenoble pour être précis. Et voilà, donc c'est cool. On teste des trucs. On n'a pas trop défini si ça allait être régulier ou pas. Mais en tout cas, on a trouvé un sujet qui nous intéressait aujourd'hui, qui était un peu en lien avec quelques actualités. Voilà, on se lance et puis on verra ce que ça donne. Exactement, donc on n'a pas défini, évidemment on a envie que ça soit régulier, mais surtout on a envie de construire une émission et on s'est dit le meilleur moyen pour construire l'émission c'est peut-être de se lancer directement, donc de commencer comme ça, de voir ce qu'on peut ajuster, améliorer, on va le faire avec vous puisque cette émission elle est enregistrée en live et on va rediffuser cette vidéo sur notre chaîne de replay et c'est l'occasion de vous dire aussi qu'il y a deux chaînes sur un monde de jeu. Vous avez la chaîne sur laquelle on met toutes les vidéos qui sont enregistrées en studio que vous pouvez retrouver au chalet, donc c'est le bâtiment qui est juste à côté de chez moi, et la deuxième chaîne qui concerne les replays d'un monde de jeu sur lesquels il y a tous ces formats matinaux ces formats matinaux qu'on va essayer d'éditorialiser un petit peu. C'est ce qu'on fait ce matin puisqu'on va parler plus particulièrement, vous allez le voir, de rassemblements ludiques. Vous voyez le menu qui est en bas de l'émission, d'Alan Moon, de Diamant qui est un jeu d'Alan Moon et de Bruno Feduti, et des Aventuriers du Rail, toujours un jeu d'Alan Moon. Pourquoi? Parce que tu as eu une semaine assez chargée la semaine dernière, je crois, Johan. En fait, finalement, on cherchait des thèmes, des jeux qui pouvaient nous inspirer. On avait envie de faire un truc qui parlait un peu de culture ludique. Le meilleur moyen, finalement, des fois, d'avoir un peu un liant dans une émission, c'est peut-être de parler d'un auteur de jeu et puis aussi d'un de ses jeux. Et en fait, il se trouve que il y a eu plusieurs choses qui se sont passées et qui vont se passer. C'est que moi, personnellement, je suis allé à la Gathering of Friends. Pour ceux qui connaissent, c'est en fait un rassemblement privé organisé par Alan Moon. C'était la 35e édition, donc ça existe depuis très longtemps. Et c'est vraiment l'initiateur de ce genre d'événements, des événements un peu privés qui rassemblent des auteurs, des éditeurs, etc. Donc voilà, donc il y avait l'occasion de parler d'Alan Moon, des rassemblements ludiques, etc. Et puis dans quelques semaines, il est même déjà en train de se dérouler. Il y a un championnat du monde des Aventuriers du Rail qui est en cours pour fêter ses 20 ans. C'est 20 ans, même si ça fait 21 ans qu'il est sorti. Et du coup, c'est l'occasion de parler de Alan Moon, des rassemblements ludiques, de tout est lié, et puis des Aventuriers du Rail. Voilà, c'est l'occasion de faire cette petite matinale spéciale et on va commencer quand même juste avant par raconter ce qu'on a fait, parce qu'on se retrouve et on n'est pas l'un à côté de l'autre, contrairement au Sablier d'Or. On a eu le plaisir de pouvoir enregistrer les émissions directement ensemble, mais là on est un peu plus éloignés et on s'est dit que plutôt que se poser la question avant l'émission et de la commencer plus tard, on va le faire en live. Je vais te demander tout simplement qu'est-ce que tu as fait de beau ces derniers temps, et j'ai bien compris que là tu as fait un voyage assez extraordinaire. Oui, alors en effet, c'était la semaine dernière, ça a duré une dizaine de jours, vers les chutes du Niagara, côté américain, parce que les chutes du Niagara, ça divise le Canada et les États-Unis. Mais pour parler de choses plus récentes, ce week-end, j'étais à Montpellier, donc il y avait un festival de jeux, et en fait, voilà, c'est rigolo parce que Montpellier, moi, chaque année, c'est le moment qui relance un peu, même si finalement le premier festival de l'année, c'est Cannes, mais après, il y a quand même un petit blanc après. Et en fait, Montpellier, pour moi, c'est le démarrage des grands festivals estivaux. Donc, il va y avoir Toulouse, il va y avoir Paris et Ludique, etc. Ouais. Donc, pendant l'été, il y aura le sommet des Jeux. Est-ce qu'on peut parler de festival? Pas sûr. Et puis, on finira par Vichy. Ouais. Donc voilà. Et donc, Montpellier, c'était cool parce que Montpellier, c'est une ville dans le sud. Donc, il y a toujours le soleil. Le cadre est super sympa. On est en plein cœur de la ville. Et donc, j'avais une table d'auteurs. J'ai fait tourner tous mes protos, donc ça m'a permis de les faire avancer, c'était cool. Et voilà, il y avait énormément de gens, plus de personnes que l'année dernière.
Et puis finalement, en fait, j'étais censé ne pas aller à Toulouse. J'ai tellement pris plaisir à Montpellier que finalement, avec Céline, on a décidé qu'on va aller à Toulouse parce que c'est trop bien ces festivals. Ah, donc on te retrouve. Nous, on sera à Toulouse aussi, nous. C'est notre festival, c'est la première fois qu'on fait un festival depuis longtemps sans avoir quelque chose de particulier à y faire. Je dis ça, mais en vrai, Ouais, je en vais y fait, être t'as pas quand même mal une sortie de jeu, ouais. Ben voilà, c'est ça. Il y a des jeux qui sont sortis que j'ai eu la chance d'illustrer, donc je vais évidemment les défendre sur Toulouse. Mais j'ai pas d'autre mission que finalement d'être un peu les mains dans les poches et puis de prendre du temps pour les gens, tout simplement. Donc je suis assez content. Pour moi, c'est presque une expérience nouvelle que de vivre ça comme ça. Ce format-là, on est en train de construire la construction des futurs qui arriveront plus tard, ne peut pas fonctionner sans avoir une publicité aussi, sans avoir des partenariats également. Et alors là, on a la publicité cette semaine qui est associée au jeu Heredity, la nouvelle extension Les Mioches qui vient tout juste de sortir. Je vous avoue, là, on est juste entre nous, je n'avais pas préparé dans cet écran la possibilité de la diffuser, donc je vais essayer de la diffuser là tout de suite, mais attention, c'est une cascade de haut vol, c'est le terme que je cherchais. J'essaye de vous diffuser ça tout de suite, je ne sais pas ce que ça va donner, c'est parti. Et voilà, la cascade est réussie. On vous a diffusé cette petite publicité, donc je reviens sur ce que je viens de dire. C'est un format qu'on va essayer évidemment de financer, puisqu'il y a des animateurs. Donc le but, c'est de financer nos animateurs et d'avoir la possibilité de vous réaliser confortablement ce type de format. Et c'est aussi un message qu'on passe publiquement, parce qu'il faut être le plus transparent possible. Ce type de construction se fait sur toute la durée de l'émission, sans autre financement que vous, des tipeurs, donc ceux qui nous soutenaient sur la chaîne. Merci à tous ceux qui se sont abonnés via Tipeee, notamment la plateforme sur laquelle vous avez la possibilité de soutenir l'ensemble de nos émissions. Et les annonceurs. Pour le coup, c'est pas une émission que l'on va entièrement créer en partenariat avec un éditeur, mais à l'intérieur, on espère avoir à chaque fois la possibilité d'avoir un annonceur qui permet de pouvoir construire ces émissions et de les rendre les plus régulières possibles. C'était important de commencer par ça. Et puis maintenant, on va se lancer dans le vif du sujet et vous parler des rassemblements ludiques, puisque c'était le cas de la Gathering of Friends. Et surtout, cet événement-là est un peu précurseur parce qu'il a engendré d'autres rassemblements ludiques. Moi, j'ai jamais eu la chance de participer à cet événement qui a été créé par Alan Moon. C'est ce dont tu vas nous parler, Johan. Mais j'ai participé à pas mal d'autres rassemblements ludiques. Ça fait un peu rêver les joueurs. Parfois, vous en entendez parler et on sait ce que ça peut générer comme sensation. Ça peut créer aussi une certaine distanciation avec ceux qui vous parlent en ayant l'impression qu'il y a une sorte de jet-set ludique qui se réunit très régulièrement dans des endroits un peu classe. Bien au-delà de ça, c'est le monde du jeu qui fonctionne comme ça, qui fonctionne avec des gens qui se réunissent autour de la table. Ça a commencé pour beaucoup par les festivals, par un festival comme celui de Cannes, naturellement, où pas mal de gens se sont rencontrés. Et parler de ces rassemblements ludiques, c'est aussi parler du monde du jeu dans son ensemble. Mais on va revenir sur la Gathering of Friends. Est-ce que tu peux nous resituer de quoi il s'agit exactement, Johan ? Ouais. Donc déjà, je pense que en fait, ça n'a pas toujours été la volonté première de ces rassemblements. Je pense que en fait, faut quand même comprendre que la Gathering of Friends, c'est un truc qui existe depuis 35 ans. Donc la première édition, si on calcule bien, oui, c'est 1990. Et en fait, à l'époque, forcément, il n'y avait pas autant de joueurs qu'actuellement. Et à l'époque même, Alan Moon n'était même pas auteur de jeu, quoi. Évidemment, Les Aventures du Rail, c'est 2004. Voilà, même il a eu un spiel avec un autre jeu, on en parlera, mais c'était bien plus tard. Et en fait, à la base, c'est vraiment un rassemblement d'amis. Et d'ailleurs, c'est le titre de sa convention, quoi, Gathering of Friends. Au début, il a fait ça juste avec ses amis. Et en fait, il faut comprendre que ces rassemblements, au début, ce sont des amis entre eux qui sont passionnés de jeu. Étant donné qu'il existe
aucune convention à l'époque, et enfin il en existe quelques-unes, mais voilà, pas autant qu'actuellement. Et ben en fait, ils se rassemblent entre eux. Et ces gens-là, petit à petit, étant donné que c'est des précurseurs du monde du jeu, ben, c'est devenu des gens importants, des patrons de maisons d'édition, des auteurs, etc. Et c'est ce qui fait finalement que très naturellement, ça s'est transformé en rassemblement pro. Si on parle notamment, on reviendra dessus après, des ludopathiques de Bruno Feduti, ben, il y a énormément d'amis de Bruno qui sont là, qui sont pas forcément auteurs ou membres du monde du jeu, mais qui sont là parce qu'ils sont là depuis le début. Oui, Et donc, pour exactement, oui. resituer le... Ouais. Et puis, tu cites la date là, de 1990 pour la première de ces rencontres organisées par Alan Moon. C'est bien aussi de resituer dans le temps tous ces événements-là, parce que le Festival des Jeux de Cannes dont j'ai parlé, c'est 1988 la première édition, 90 pour la Gathering of Friends. J'ai pas la date du Spiel, le Salon d'Essonne, mais c'est pour montrer que le monde du jeu s'est créé dans ces années-là, tel qu'on le connaît aujourd'hui, en tout cas, le monde du jeu de société moderne. Donc les premières ludopathiques, tu les as citées, c'est 93. 93, c'est ça, ouais. Et je pensais au début que le Bruno avait créé ça en référence à la Gathering of Friends, mais non, je crois qu'il n'est pas allé à la Gathering of Friends du tout. Je vous dirai pourquoi, parce qu'on parlera d'un jeu et on verra quand s'est rencontré Bruno et Alan Moon. Et donc, alors, pour parler de la Gathering of Friends, en fait, c'est quelque chose, comme je le disais, qui se passe à côté des chutes du Niagara, tout simplement parce que Alan Moon habite par là-bas, du côté USA, et en fait, parce que les chutes du Niagara, je sais pas si, alors je vois pas le Twitch, mais j'ai mis quelques photos. Donc pour situer, j'ai mis un plan et on voit en tout petit à côté de Chicago les chutes du Niagara. J'ai mis une petite photo, voilà, des chutes du Niagara, c'est assez incroyable. On peut les voir du côté canadien, du côté USA, là où on était, on peut les voir du côté canadien. À ce qui paraît, c'est beaucoup plus impressionnant de les voir du côté canadien. Et moi, en fait, il y avait tellement de choses à faire à la Gathering que je suis pas allé du côté canadien. C'est un scandale. Donc, faut que je vienne avec toi la fois prochaine. Moi, j'irai les voir directement. Peut-être que l'année prochaine, voilà, ça me fait un objectif d'y retourner. Et en plus, il faut savoir que le côté USA, en fait, c'est presque une ville fantôme, cette ville des chutes du Niagara. On sent que que en fait tout est propre, tout est neuf, mais il y a personne. Et en fait, on sent que forcément, ça doit être très touristique l'été. Mais là, en tout cas, on est dans une période où c'est presque déprimant du côté où on est, alors que du côté canadien, il y a et c'est limite un parc d'attractions, quoi. T'as plein d'hôtels, tu te croirais à Las Vegas avec des casinos, des machins, etc. Donc bref, moi je suis pas allé du côté Canada, et donc nous on était donc du côté américain dans un hôtel qui s'appelle l'hôtel Sheraton. Et en fait, cet hôtel, il est en face d'un casino. Et apparemment, Alan Moon a choisi cet endroit parce qu'il est très fan de casino. Et c'est le seul endroit côté américain dans lequel il y avait un hôtel avec un casino pas trop loin. Donc voilà. Je crois quand même que la Gathering of Friends, au fil des années, a changé plusieurs fois d'endroit. Et d'ailleurs, il parle maintenant de le délocaliser parce que là, on arrive aux limites de capacité de cet événement. Pour info, on était... C'est la même chose. Hein. Moi, je veux aller au chutes du Niagara quand je serai invité. Ouais, c'est vrai. Quand j'aurai appris à parler anglais. Ouais. Alors moi qui aime bien les chiffres, pour vous dire, les chutes du Niagara, en fait on voit qu'il y a deux chutes sur la petite photo. Il y a les chutes de gauche, c'est les petites chutes du Niagara, et au fond il y a les chutes du Niagara fer à cheval, je ne sais plus comment ça s'appelle exactement. Et en fait il y a une info assez rigolote, c'est que le débit en eau des chutes du Niagara, c'est 2 500 000 litres par seconde. Donc c'est un gros robinet. Et d'ailleurs, évidemment, ils ont créé des turbines, etc. Il y a des trucs à visiter là-bas, et en fait, forcément, l'électricité là-bas coûte pas très cher parce qu'ils arrivent à la produire de façon assez efficace. Heureusement, tu me rassures là, parce qu'il y a parfois des paradoxes là-dessus. Mais alors, je n'ai pas les références. Hein. Ça fait combien en chasse d'eau? Est-ce que tu as la conversion? Parce que là, j'ai la référence. Ça, je sais pas. Aucune idée, je pense qu'une chasse d'eau, ça doit être 5-6 litres, on va dire 5 litres. Ouais, c'était une blague. Donc bref, ça doit faire 500 000 chasses d'eau, je dirais. Donc, voilà, merci. à la seconde. C'est important de donner des chiffres, on va essayer d'être le plus précis possible dans cette émission. Et donc on était à peu près 400 voire 500 personnes. C'est beaucoup par rapport à la Gathering of Friends d'avant où c'était vraiment très très sélectif. C'est déjà très compliqué d'y aller. Moi j'ai vraiment galéré. Ça fait plusieurs années que j'essaye d'aller à la Gathering of Friends.
pour vous dire, moi, j'en ai entendu parler la première fois de la Gathering of Friends. Alors, ça existe depuis 35 ans, mais moi, je n'en ai entendu parler qu'il y a 12-13 ans. En fait, à la sortie de Myrmes, quand j'avais signé le jeu avec Istari, il m'avait dit, il faut qu'on arrive à faire buzzer le jeu, et le meilleur moyen, c'est d'aller à la convention la plus célèbre du monde, et c'était la Gathering of Friends. Donc, c'est la première fois de ma vie que j'entendais parler de ce truc-là. Et Cyril m'avait dit je t'y envoie, et puis finalement j'y étais pas allé parce qu'à l'époque je parlais pas beaucoup anglais, c'est pas bien mieux actuellement, mais voilà. Et donc voilà, donc j'ai mis des photos. On voit quand on arrive dans l'hôtel, ben on a cette jolie sculpture en ballon, voilà, qui est le logo de la Gathering of Friends. Ce petit truc en jaune, en fait, je sais pas, il y a une private joke que j'ai pas trop compris, mais à une époque, il y avait quelqu'un qui avait dû laisser une peau de banane par terre, et maintenant, en fait, c'est la private joke. Il faut toujours qu'il y ait une petite peau de banane qui soit par terre à un endroit, je ne sais pas pourquoi. Et donc sur le logo, le truc en jaune, ça représente cette fameuse peau de banane. Il faudrait que je me renseigne sur cette fameuse anecdote. Et en fait, on est tout simplement. Ça, c'est de la culture ludique. C'est ça. C'est le modèle des conventions américaines. Moi, j'ai aussi fait la Dice Tower, c'est-à-dire qu'on est dans un grand hôtel, et en fait, au rez-de-chaussée de ces hôtels-là, souvent, il y a un centre de convention avec des grandes salles. Et ben, le principe, c'est que déjà, on héberge les joueurs dans cet hôtel-là, et puis au rez-de-chaussée, il y a plein de grandes salles dans lesquelles on a tout bêtement installé des tables. Il n'y a vraiment pas d'éditeur. Enfin, en fait, il n'y a pas de stand d'éditeur. Évidemment que là, c'est un truc très professionnel, donc il y a énormément d'éditeurs, mais qui sont pas là pour présenter leur jeu, qui sont là pour finalement faire de la relation, pour rencontrer les autres auteurs, pour rencontrer les autres éditeurs, les distributeurs, etc. Donc c'est très professionnel sans ce soit affiché. C'est-à-dire que je pense que ça peut même être mal vu si quelqu'un arrivait avec un kakémono, de la pub, etc. pour faire de la pub de son jeu. Je pense que ça serait mal vu. C'est censé rester un événement familial, alors qu'en réalité, c'était fou, quoi. Les personnes qui étaient là-bas, je me suis noté une petite liste. Forcément, j'ai croisé Vlad Aquatil, Martin Wallace, Alan Moon, Matt Leacock, Scott Alden, celui qui a créé BGG. Enfin bref, énormément de gens. Beaucoup de francophones, je ne vais pas citer les noms, mais il y avait bien, à mon avis, une cinquantaine de francophones. J'essayais d'ailleurs la plupart du temps de pas trop rester avec eux, parce que si tu fais 10 heures d'avion pour rester avec des Français, on se dit que c'est pas forcément super intelligent. Et voilà. Et donc j'ai testé énormément de protos, en fait finalement pas trop de jeux sortis, c'est surtout des trucs qui vont arriver, des trucs qui sont pas encore signés, et c'est vraiment l'occasion pour eux de faire tester des protos qui certainement vont arriver en termes de timing pour Essen. J'ai mis une seule photo d'un proto, parce que c'est un truc qui m'a vraiment marqué, c'est un truc de Friedman Freeze. Je pense que ça va sortir à Essen, et je pense que ça va faire du bruit parce que j'ai vraiment adoré. Je ne sais même pas si c'est signé, c'est même pas sûr, je crois pas que ce soit encore signé, mais voilà, enfin Friedman Freeze, vraiment... c'est forcément lui qui le fait, non? Ouais, je pense que tu as raison, mais alors je pense que le jeu était surtout là pour les localisations, tu vois, Oui. parce qu'après il faut qu'ils trouvent des partenariats, etc. Et donc tu as raison, en quelque sorte c'est signé, mais c'était peut-être pas signé avec tous les partenaires possibles. Et là, je pense que ça va être le cas. Donc c'est une sorte de jeu de pli où il faut, enfin, un mélange entre jeu de pli, jeu de défausse, et puis gestion de ressources et transformation de ressources. Bref, j'ai adoré, j'ai hâte d'y rejouer. Et puis voilà, moi alors, officiellement... Tu dis sur le côté professionnel, effectivement, parce que ça sera valable pour toutes les conventions auxquelles on assiste, c'est que ce côté qu'on connaît pas quand on est à l'extérieur, on a l'impression que c'est vraiment pro, les gens arrivent avec des mallettes de pro, des costumes de pro, c'est... en fait pas si différent des conventions publiques, les conventions de ce type-là. Alors évidemment, il y a une organisation, c'est très select à l'entrée, mais derrière, on se rend compte, et c'est ce qui est très rassurant, moi c'est ce qui m'a plu dans le monde du jeu de société quand j'y suis arrivé, en ayant déjà toute l'expérience du monde de la bande dessinée auparavant, c'est que c'est là vraiment, tu as des joueurs. Tu sais, quand tu vas dans le monde de la bande dessinée, t'as pas forcément des passionnés de bande dessinée, t'as des gens qui en font, t'as des gens qui en lisent, t'as des gens qui en éditent, et ils sont pas tous passionnés de la même façon. Quand tu arrives dans le monde du jeu de société, il y a quand même un point commun, c'est on s'installe à une table et on a envie de jouer, il y a cette fameuse question, c'est quoi le jeu du moment, il y a toujours ce truc qui est un peu identique, qu'on soit une personnalité du monde du jeu ou un simple joueur, on voit pas trop la différence, c'est plutôt rafraîchissant cet aspect-là. Ouais, c'est clair, et c'est pour ça que c'est très facile. Des influenceurs. Oui, les photos, je sais pas qui c'est en fait. Eh ben, en fait, tu vois, je sais même pas qui c'est non plus. Mais pourquoi j'ai mis cette photo? Parce que moi, pourquoi j'étais à la Gathering of Friends cette année, j'ai réussi à avoir... En fait, c'est très compliqué d'aller à la Gathering of Friends.
C'est moins compliqué actuellement, mais moi j'ai eu une sorte de passe-droit, c'est parce que Day One va sortir chez Asmodée, et donc j'ai pu aller à la Gathering of Rennes un peu pour faire la promotion. Donc c'est pour ça que j'ai mis la photo de cette dame qui était en train de prendre la photo de Day One, et après qui y jouait. Et en fait, c'est un peu pour ça que j'étais là-bas. Je ne suis même pas sûr de réussir à avoir une entrée pour l'année prochaine, parce que normalement, en fait, pour pouvoir aller à la Gathering of Rennes, il faut se faire recommander par quelqu'un. Voilà, il faut encore qu'il y ait des places, parce que s'il y a plus de place, tu peux pas y aller. Et il faut même se faire recommander par plusieurs personnes. Et on ne peut pas recommander, si je dis pas de bêtises, deux personnes. Enfin, on peut recommander une personne qu'une fois tous les 5 ans. Ouais, moi, ça faisait plusieurs années que j'essayais d'y aller. Je n'y arrivais pas. Donc là, j'ai eu un petit passe-droit avec la sortie de Day One chez Asmodée. Et puis voilà, en fait, c'est un événement dans lequel il y a énormément de trucs qui se passent. Il y a plein de pièces un peu fermées dans lesquelles il se passe des tournois, des choses comme ça. Et notamment là, j'ai mis une photo d'un tournoi de pandémie qui a eu lieu, c'était un truc un peu spécial organisé par Matt Leacock. Et en fait, pourquoi j'ai mis cette photo? Parce que vous voyez qu'en premier plan, la personne en chemise blanche, c'est tout simplement Matt Leacock. Donc c'est quand même un truc de fou de pouvoir faire un tournoi de pandémie avec l'auteur lui-même. Donc voilà, c'était rigolo. Et voilà, donc c'était incroyable. J'ai rencontré plein de gens. Donc des influenceurs, en effet, j'ai rencontré des personnes de Dice Tower, des choses comme ça. Il y a énormément d'influenceurs américains, en effet, qui sont là-bas, mais qui sont là-bas pour jouer, quoi. On n'est pas là pour. Il n'y a pas de stand éditeur, etc. Comme je le disais. Donc c'est plus pour faire connaissance qu'autre chose. Et d'ailleurs, j'ai certainement rencontré plein de gens sans me rendre compte réellement de qui c'était. Et peut-être que c'est des personnes importantes, des éditeurs, des trucs comme ça, mais c'est pas le but non plus de faire du réseautage à tout prix, quoi. Oui, non, mais c'est aussi pour vous partager ces différentes conventions qui ont lieu. Et donc, effectivement, derrière ces Gathering of Friends qui ont lancé j'en sais rien si elles ont lancé quelque chose, mais en tout cas qui ont inspiré d'autres rencontres ludiques. Tu nous dis que les ludopathiques, t'es pas sûr qu'elles aient inspiré les ludopathiques. Donc c'est cet événement qui est organisé chaque année en Bourgogne par Bruno Feduti et qui est réuni depuis 1993, on a dit, c'est ça? Ouais. Qui réunit des joueurs francophones. Pas que francophones d'ailleurs, parce qu'il y a des joueurs qui viennent d'un petit peu partout. On a l'occasion de voir des Tchèques parfois, de voir des Américains qui se déplacent également en France. Ouais. Moi, je me demande si c'est quand même pas directement lié. Il faudrait reposer la question à Bruno. On n'a pas pensé à le faire juste avant cette émission, mais si c'est pas directement lié à cet événement d'Alan Moon, dans la mesure où on n'est pas obligé d'y être pour avoir constaté que cet événement était intéressant et qu'il y avait une bonne raison d'organiser quelque chose d'assez semblable en France. Et donc, ça fait pas mal d'années maintenant, depuis 1993, que ça a lieu pratiquement tous les ans, les rencontres ludopathiques. Et c'est aussi très sélect. Il y a un peu plus d'une centaine de places, je crois, des joueurs de toute la France qui se réunissent, beaucoup d'auteurs. Et c'est aussi un événement qui a compté d'un point de vue éditorial. Ouais, c'est notamment, il y a beaucoup de jeux qui sont signés là-bas. Même moi, personnellement, les ludopathiques, j'y vais peut-être depuis une dizaine d'années. Je pense que j'ai déjà signé 2 ou 3 jeux là-bas. Ouais. En fait, c'est l'endroit idéal pour montrer des jeux à des éditeurs parce qu'ils sont là à la cool. À la différence, c'est la chance qu'on a en fait de pouvoir participer à ce genre d'événement. À la différence de rencontres qu'on peut avoir sur des festivals, par exemple à Cannes, où c'est un peu speed, quoi. Hier, Simon de Blâme était chez vous et il racontait. C'est pas un secret, il l'a dit. J'ai signé un jeu. Enfin, moi et Céline et moi, on a signé un jeu avec Blâme, et il racontait l'histoire de la découverte de ce jeu. C'est premièrement 300 rendez-vous, 300 protos étudiés par email, puis 90 rendez-vous à Cannes, et puis au final 80, enfin non, peut-être moins, c'était peut-être une dizaine de jeux sélectionnés pour au final n'en garder qu'un. Donc réussir à signer un jeu sur un festival, on sent que vraiment faut presque un coup de chance, alors que là dans des rencontres comme ça, quand on est à la cool, que le gars qui teste ton jeu finalement il va en tester que 2-3 dans la journée, on sent que c'est plus facile de faire mouche, quoi, en quelque sorte. Donc voilà cet événement qui a lieu là dans 2 semaines. Donc on va avoir l'occasion de s'y retrouver de nouveau. Et c'est un pèlerinage aussi. On a envie d'y être pour être dans le groupe, et une fois qu'on a sa place, c'est vrai que là aussi on a envie de continuer chaque année, d'y revenir. Moi, ça fait pas mal d'années que j'y vais maintenant, que j'ai la chance de pouvoir y participer. Et voilà, c'est dans quelques semaines, donc on se prépare pour s'y rendre. C'est pas le seul événement, il y en a d'autres qui se sont organisés comme ça. Il y a notamment en Belgique les Belgoludiques. Tu les as jamais fait, toi, les Belgoludiques? Moi, j'ai jamais fait,
Jamais fait les belgoludiques. J'ai eu l'occasion 2-3 fois d'y aller, et puis le timing était pas bon. Je ne sais plus à quelle période de l'année c'est, mais j'ai jamais réussi à m'y rendre. Ouais. Alors il y a une date en novembre et ils ont rajouté une date et ça se fait 2 fois dans l'année. Il y a les belgoludiques d'été qui a lieu au printemps et qui ont lieu au printemps également et qui sont un peu moins, il y a un peu moins de monde. Je crois que c'est vraiment en novembre où il y a beaucoup de monde. C'est un peu plus joueur, c'est-à-dire que l'événement de Bruno Feduti est très professionnel en réalité. Il y a beaucoup de professionnels, mais pas que. Et on joue aussi beaucoup, mais au Belgoludique, ce qui m'a impressionné, c'est la taille des jeux qui est plus volumineuse. Est-ce à dire que les Belges sont plus joueurs que les, que les Français? Je ne sais pas. Historiquement, c'est quelque chose qui a été créé par les fondateurs de Repoprod, si je dis pas de bêtises, non? Ouais, Cédric Comon et... alors, pas que, c'est-à-dire qu'il y a Philippe Caillertz également qui fait partie des fondateurs de cet événement-là. J'en ai fait 3-4 et je suis pas retourné depuis pas mal d'années maintenant. Ça fait 5-6 ans que je suis pas retourné parce que c'est tout un périple pour y aller quand même. C'est pas juste à côté de chez moi, mais c'est un chouette événement. C'est vraiment avoir l'occasion de pouvoir faire des week-end jeux comme ça dans ce genre. Là, vous voyez la bâtisse vue de l'extérieur, mais un grand bâtiment avec les chambres qui sont à l'intérieur. Vous pouvez ne jamais quitter le lieu, ce qui en novembre n'est pas forcément une mauvaise idée, parce qu'il ne fait pas toujours beau non plus. C'est des moments qu'on a envie de vivre. J'espère que j'aurai l'occasion d'y retourner sur ces belgoludiques. Et puis un des descendants de ces choses-là, c'est le sommet des jeux qu'on organise depuis 2 ans. Qui finalement, alors nous on a créé ça certainement par la connaissance des ludopathiques, ça a certainement été inspiré par ça, donc mais qui est un descendant de la Gathering of Friends, donc forcément ce truc-là a eu plein de descendants. Ouais. On n'avait pas tout à fait la même idée que la ludopathique quand même, mais effectivement c'est un événement qu'on organise qui a lieu fin août dans les Alpes et on a la chance d'avoir un lieu qui est quand même super agréable. C'est les Alpes, hein. On est sur Valménier, donc les hauts de Valménier plus particulièrement, à 1900 mètres d'altitude. On profite la journée de promenade et beaucoup de gens le font finalement, hein, de la possibilité de sortir, d'aller se balader. Et évidemment le soir il y a toutes des salles qui sont réservées pour le jeu où les éditeurs se rejoignent, les auteurs se rejoignent, les influenceurs aussi, la presse, les jurys de l'As d'Or sont souvent présents. Et cet événement-là, il est très très select. Il est même select pour les éditeurs. C'est pas si simple d'y aller, un petit peu comme les Gathering of Frame, parce qu'il n'y a pas tellement de place. Il y a un certain nombre d'appartements, par manque de place qui sont disponibles. On est limité dans la place et c'est un peu casse-tête parce qu'on se rend compte que le moment il est bien choisi pour préparer la rentrée et pas mal de monde ont envie de participer. Ouais. Et c'est vrai que comme tu dis, c'est plus cool que la Gathering of Friends ou les événements comme ça. C'est vraiment, on s'enferme dans une salle pendant 4 jours. Enfin, des fois, c'est même beaucoup plus pour la Gathering. C'est presque 15 jours en fait. Et on joue. Et il n'y a rien d'autre à faire autour de toute façon. C'est déprimant, à part d'aller au casino en face. Mais bref, ça fait pas rêver. Donc là, les sommets des jeux, oui, c'est plus tranquille. Alors c'est plus tranquille, mais je lis là sur le chat Oroner qui nous dit j'ai découvert grâce à vous les Hauts-de-Valménier, on y va cet été avec les copains ludiques. Alors pour information, effectivement, ce lieu il est ouvert tout l'été dans les Alpes, pas uniquement sur cette semaine qui est consacrée aux professionnels du monde du jeu. C'est ouvert avant, et d'ailleurs nous on y va avant. La semaine d'avant le sommet des jeux, on est déjà sur place, on profite un peu de la montagne. En ce qui me concerne, je travaille beaucoup parce que c'est une période où j'ai pas mal de dessins de presse à faire, donc je suis pas tout le temps disponible, mais par contre je suis déjà là et c'est ouvert à pas mal de monde. Si ça se trouve, il y a encore des places pour ceux qui ont envie de réserver. Pendant les 2 mois d'été, juillet-août, il y a ils appellent ça altitude jeu, je crois, et il y a des semaines de joueurs complètement ouvert. Et moi, personnellement, je vais à Valménier depuis une quinzaine d'années, l'hiver, parce qu'historiquement c'était l'hiver, et maintenant l'été. À la base, c'était seulement une semaine l'été, mais ça a tellement de succès que maintenant c'est les 2 mois. Donc c'est vraiment cool. Il y a des jeux à disposition. On ferme des appartements pour que les gens puissent jouer dans les appartements. Donc c'est vraiment, vraiment cool. N'hésitez pas à y participer également si vous avez envie. C'est donc ouvert au public sur les autres semaines. C'est l'occasion de s'immerger à la fois un peu dans le monde du jeu. Vous allez croiser des personnes et peut-être même signer des jeux, parce que c'est là que tu as signé Mirmel, je crois. Ouais, c'est ça.
On va enchaîner avec Alan Moon, notre deuxième rubrique. Alors on prend notre temps, on discute et évidemment cette émission on est en train encore de se caler en termes de contenu sur ce qu'on peut raconter, mais vous voyez que forcément c'est un format de discussion aussi avec vous, ceux qui sont présents sur le chat, et naturellement il y a tellement de sujets à aborder que on se rend compte qu'on est vite, on avance vite C'est vrai dans que là, on n'a pas commencé la première rubrique. Donc oui, bah, on va rapidement parler d'Alan Moon. Donc c'était étant donné que en allant à la Gathering of Friends, j'ai entendu parler un peu de lui. J'ai rencontré Eric Hautemont que je ne connaissais pas. En fait, c'est assez fou, mais Eric Hautemont, donc c'est le fondateur de Days of Wonder, un des 3 fondateurs de Days of Wonder. Et ben, assez étonnamment, je ne savais même pas que cette personne existait avant d'être allé à la Gathering et le rencontrer. Donc ouais, je sais pas pourquoi. Et après coup, en fait, en faisant des recherches, on le verra, je me suis rendu compte que plein de fois, je le connaissais par personne interposée. Je me rappelle d'une photo célèbre qu'avait postée Monsieur Fall, dans laquelle il y avait justement Eric Hautemont. Donc on la montrera, cette photo-là. Et puis, et c'est assez rigolo parce que quand je l'ai rencontré, dans l'après-midi, il venait d'acheter Turing Machine parce que c'est un geek, c'est un gars qui est issu de la technologie, du développement, etc. Et donc c'est vraiment un profil de, enfin on s'est trouvé beaucoup de points communs. Et il n'a pas déjà fait les ludopathiques, Eric? Bah, peut-être, oui, tu l'as déjà croisé sans le savoir, en fait, c'est possible. Ah non, parce qu'il y a 10 ans, il a revendu Days of Wonder en 2014 et je crois que moi, ma première année, ça doit être 2013 et peut-être qu'il ne l'a pas fait à cette période-là. Et donc, bref. Alors, on va parler d'Alan Moon. Donc, Alan Moon, il est né en 1951 en Angleterre. Donc, il a déménagé très jeune aux États-Unis où il vit encore aujourd'hui, près des chutes du Niagara, on l'a dit. Alors, en fait, c'est très inspirant comme auteur parce qu'on se dit toujours, en fait, le rêve quand on est auteur de jeu, c'est de réussir à faire un jeu comme les Aventuriers du Rail. On parlera tout à l'heure des chiffres de vente des Aventuriers du Rail, c'est complètement incroyable. Et donc, en fait, tout ce qu'on rêve, c'est de créer un jeu comme ça. Et c'est un jeu en fait qui est tellement épuré, on se dit finalement, c'est assez simple de faire un jeu comme ça. Moi, les quelques fois où je réfléchis à un jeu, je me dis pas, mon but c'est d'en vendre 15 millions. Ouais, oui. Et le truc, c'est qu'on se dit, c'est un jeu qui est pas très complexe, donc finalement c'est assez simple. On va voir par son parcours que finalement c'est 20 ans de travail pour réussir à créer un jeu comme ça, quoi. Donc en fait, au début, Alan Moon n'était pas auteur de jeu. Il a commencé par travailler pour Avalon Hill, donc le célèbre éditeur américain. Au début, il faisait vraiment que la logistique, donc ça, il a commencé dans les années 70 à travailler là-bas. Et puis petit à petit, il s'est mis à toucher à l'éditorial, mais à l'époque, en fait, il travaillait vraiment sur les wargames, les trucs comme ça, les jeux complexes. Et en fait, il racontait dans des interviews que justement, cette période-là lui a permis déjà de se rendre compte de ce qu'attendait le marché. Il s'est rendu compte que finalement, plus tu rendais un jeu complexe et moins tu avais de clients entre guillemets potentiels. Voilà. Et donc c'est de là qu'un peu est né son amour pour les jeux de train, parce que ce qui est rigolo, c'est qu'Alan Moon, il a quasiment fait que des jeux de train ou des jeux de connexion. Et d'ailleurs, je le dis tout de suite, mais ce qui était assez rigolo, c'est que tous les protos d'Alan Moon, souvent, ils avaient pas de nom, ils s'appelaient jeu de train numéro. Et en fait, il avait un proto, c'était jeu de train numéro 1, un autre proto, jeu de train numéro 2. Et pour la blague, alors il est plus sûr du numéro, mais au moment où il a montré le proto de Ticket to Ride à Days of Wonder, je crois que c'était le jeu de train numéro 14. Donc voilà. Donc comme quoi, c'est pas au hasard qu'il a fait ce jeu-là, c'est vraiment des années et des années de réflexion autour des jeux de train. Donc voilà. Alors, là, on parle de plein de trucs, on va survoler énormément de domaines, mais si on vous parle de jeux de train, on pourrait tout à fait faire une émission complète consacrée à ça, voire 12 émissions complètes consacrées à ça, parce que c'est un sujet qui est passionnant en soi. Et quand on parle de jeux de train, évidemment, on parle de thème. Vous voyez le train sur le plateau, vous voyez presque les chemins, les parcours, mais en réalité, on parle de mécanique aussi, parce qu'il y a pas mal de jeux de train, et c'est le cas pour Alan Moon, qui ne sont au final pas des jeux sur le thème du train, qui sont... c'est devenu une catégorie, il y a des jeux d'aviation. Il l'a fait, je crois. Airlines, c'était un de ses fameux jeux de train. Ça a été thématisé sur l'aviation. Mais il y a ce côté, enfin, vous le comprenez très bien quand on vous évoque ça, il y a ce côté carte
qui est posé sur la table, avec des Mm. parcours, avec des objectifs aussi souvent d'aller d'un endroit à un autre, mais parfois aussi de déposer des choses. Donc c'est une catégorie à part entière dans le monde du jeu de société et quasiment une mécanique qui est associée à ça. Ouais, c'est ça. Je vois quelqu'un dans le chat qui dit oh mais ça continue à marcher les aventures du rail. Je pense qu'il se rend pas compte. Je pense qu'il se rend pas compte. Ça marche un On petit va en peu. parler après des chiffres de vente, c'est un peu hallucinant. Et donc, alors voilà, il a travaillé chez Avalonine. Et après, en fait, il faut savoir qu'il a été éditeur lui-même. Il avait monté une petite boîte d'édition qui s'appelait White Wing Games. Et en l'occurrence, il a par exemple sorti quelques jeux, dont Santa Fe, Union Pacific. C'est un jeu, je crois, qui va ressortir prochainement, Union Pacific. Et Elfen Road. Elfen Road, c'est une version compliquée de Elfenland, mais donc il avait sorti Elfen Road par sa propre maison d'édition, et en fait il s'était rendu compte à l'époque que c'était vraiment galère, que c'était trop compliqué, trop compétitif, donc il avait fini par couler sa propre boîte d'édition parce qu'il s'était rendu compte qu'il n'arrivait pas à vendre ses propres jeux, et donc après il avait décidé finalement de se mettre en tant qu'auteur, et donc il avait fait ce fameux Elfen Road en 90, et il l'a repris plus tard dans un jeu qui s'est appelé Elfenland et qui carrément a gagné le Spiel des Jahres, donc le Spiel des Jahres, le prix ultime. Et pour ceux qui connaissent Elfenland, c'est un peu un jeu de connexion, quoi. On sent que voilà, il était déjà passionné par les jeux avec des emplacements géographiques sur une map. On doit aller d'un endroit à un autre, et donc ça a été voilà son Spiel des Jahres. Il l'a eu en 1998. Ouais, cette année-là, c'était la Coupe du Monde de la France et le Spiel des Jahres d'Alan Moon pour Elfenland. C'est les deux événements de l'année, évidemment, on s'en souvient. Tout le monde se rappelle de ce qu'il faisait au moment où Alan Moon a gagné le Spiel des Jahres. Exactement. Ouais, c'est fou. Moi, j'ai souvent du mal à me dire c'était à la même période que moi. Quand je parle là de Elfenland, j'ai l'impression que c'est la préhistoire, du monde du jeu de société. On était adultes. Et quand tu le compares à la Coupe du Monde, tu te dis merde, c'est fou. J'ai l'impression que le temps passe différemment entre la vraie vie et puis les jeux de société, l'histoire des jeux de société qui finalement est tellement jeune. C'est peut-être pour ça que ça donne cette impression-là. Et donc après, il a fait Union Pacific, donc comme je disais, qui va bientôt ressortir. Et puis finalement, il a fait une petite pause, mais il a fini par faire Ticket to Ride, donc en 2004. Donc c'est un jeu qu'il avait présenté dans une convention américaine, et en fait j'ai écouté une interview récemment où il parlait de l'histoire de la signature de ce jeu, qui vraiment en fait, voilà, ça a changé sa vie, clairement, ce truc-là. Il était déjà auteur pro à cette époque-là, parce que je pense qu'Elfenland avait eu suffisamment de succès pour lui permettre d'en vivre. Et en l'occurrence, je me rappelle, il disait que à cette époque-là, c'était la WSBG. Je ne sais pas ce que c'est une convention américaine certainement. Et il avait hésité à y aller. Il s'était dit, oh non, je vais pas. Et puis finalement, à la dernière seconde, il y était allé. Et il avait ce fameux proto qui était très récent, qui avait peut-être que 1 ou 2 semaines, le jeu de train numéro 14. Et c'est là où il a rencontré Eric Hautemont. Il lui a montré ce jeu. Et en fait, alors je me rappelle même, ce rendez-vous avait failli ne pas se faire. Et en fait, lui-même, il dit que tient à rien du tout, en fait, que finalement, s'il n'était pas allé à la WSBG, peut-être que le jeu serait sorti chez quelqu'un d'autre et que ça aurait eu un succès moindre. S'il n'avait pas rencontré Eric Hautemont, voilà, parce qu'en fait, il avait un tournoi de je ne sais quoi, donc finalement, il n'avait pas trop eu le temps de lui montrer le jeu. Ils avaient fait qu'un début de partie, et finalement, Eric Hautemont tout de suite avait vu le potentiel du truc. Days of Wonder existait déjà depuis 2 ans. Leur premier jeu, c'était Gang of Four, voilà. Et en fait, tout de suite, Eric Hautemont s'est dit, là, il y a un truc incroyable avec ce jeu. Donc, il est reparti avec le jeu en France pour le faire tester. Et en moins d'1 semaine, il a décidé de l'éditer. Donc voilà. Peut-être qu'on reviendra plus tard sur le Ticket to Ride. Oui, on va en dire 2 mots juste après, mais effectivement, là aussi, il y a matière à en faire une émission à rallonge, et c'est ce qu'on a fait. On va vous rediffuser. On avait reçu Adrien Martineau au chalet, qui a enregistré plusieurs parties des Aventuriers du Rail qu'on a gardé sous le coude et qu'on va vous rediffuser maintenant sur la chaîne principale à l'occasion justement de ce tournoi, des événements qui ont lieu autour des Aventuriers du Rail. Et on avait enregistré une émission dans laquelle on a parlé de tout ça. Ça sera l'occasion de s'étendre un peu plus sur ce sujet qui est absolument passionnant. On en profite aussi, vous voyez qu'il y a une confluence de formats à diffuser sur la chaîne, mais on va peut-être évoquer maintenant le jeu Diamant,
qu'il a Ouais, signé avec parce qu'après, Bruno Feduti. juste après, donc il avait signé justement Diamant, et c'est pour ça que je disais que j'étais pas sûr que Bruno Fiducci ait fait sa convention par rapport à la Ouais. Gathering, parce qu'en fait, dans quelques interviews que j'ai retrouvées ou des articles de Bruno Fiducci, il expliquait que, en fait, ils ont fait Diamant à distance et ils s'étaient jamais rencontrés avant. Donc déjà, c'est sûr, Bruno n'est jamais allé à la Gathering of Friends, et en fait, c'est vraiment à distance qu'ils ont créé ce jeu-là. Et puis voilà, donc en fait, apparemment c'est Alan Moon qui avait fait un jeu très sérieux, très mécanique, etc. Et Bruno Feduti est arrivé et a rajouté sa touche de chaos, etc. Il y a une phrase de Bruno Feduti qui disait Alan avait l'idée de base, je l'ai rendue un peu plus bruyante et un peu moins contrôlable. Donc voilà. Et du coup, Diamant, bah, ça a été un gros carton. Aux États-Unis, je crois que c'est un jeu qui s'appelle Incan Gold. Oui, il y a plusieurs Et je versions, crois que effectivement. t'as des infos par rapport à ça, non? Diamant, c'est un jeu qui est signé par Bruno Feduti et Alan Moon, publié par Yellow, qui a le droit à une nouvelle version en 2024. Ça, c'est la nouvelle boîte de Diamant. Il y en a eu plusieurs avant, j'en ai 2 au chalet d'ailleurs, Ouais. dans lequel les joueurs vont jouer des explorateurs qui vont explorer une mine. Donc là, on voit à l'intérieur de la boîte, on a un petit livret de règles. C'est un petit jeu, c'est un jeu d'ambiance, et c'est peut-être sans doute ce qu'a rajouté Bruno Feduti, avec le camp de base qu'on va poser sur la table et un paquet de cartes que l'on va tirer, un paquet dans lequel il y a à la fois des chemins, et c'est ça qui fait penser aussi aux Aventuriers du Rail, parce que Ouais. il y a un parcours que l'on va suivre, mais pas que des chemins, également des dangers qui sont à l'intérieur, et de temps en temps, on va tirer des dangers, ce qui fait que les joueurs vont avoir le choix, soit de continuer leur chemin, là, attention, là, j'ai tiré une carte danger, mais tant qu'il n'y en a qu'une seule d'un même type, c'est pas grave. Le problème, c'est que dès qu'on en a tiré une, il y a la deuxième qui risque d'arriver et qui va attraper les joueurs qui vont perdre tous les trésors qu'ils avaient récupérés pendant la partie. Donc le but de ce jeu, c'est d'évaluer, il y a un côté stop ou encore, est-ce qu'on continue à se promener à l'intérieur de la mine ou est-ce qu'on s'arrête? Ça, c'est une question que l'on se pose dans ce type de jeu. Ça crée de l'ambiance. Je ne sais pas ce qu'a ramené Bruno Feduti, mais ça crée clairement de l'ambiance autour de la table, de savoir ce qui va arriver dans le paquet ou pas. Vous avez compris le type de jeu dont il s'agit. Et c'est un jeu efficace qui existe depuis plus de 20 ans maintenant, parce que sa première édition, c'est 2005, hein, 2005 en ça effet. Ouais, 2004 c'est ça. même 2005. Moi j'ai noté 2005, ouais. Donc oui, 20 ans maintenant que Diamant existe, et ce jeu est disponible, et justement, Bruno Feduti était venu au chalet, et vous allez avoir la possibilité de pouvoir regarder la vidéo, parce que je vais la mettre en ligne là maintenant, juste après cette vidéo, vous allez avoir la possibilité d'aller sur la chaîne, et puis de regarder la partie de Diamant qu'on avait enregistrée, c'était l'été dernier, ça fait un moment qu'elle était dans sur nos disques durs, et qu'on ne l'avait pas diffusée. Parfait. Et ben voilà. Et donc j'ai fini par... Donc après, il y a eu en effet Ticket to Ride Marklin Edition, c'est l'édition des Aventuriers que moi j'ai gardé et qui est un peu plus gamer, parce qu'il y a la possibilité d'avoir des clients qu'on doit livrer, il y a une sorte de pick and delivery qui est intégré dans le jeu. Airlines Europe, qui est une version dont tu parlais tout à l'heure avec des avions, qui est finalement un remake modernisé d'Union Pacific, qui lui, je le disais, va bientôt ressortir, je crois, en financement participatif. Et puis très récemment, donc on a eu le Ticket to Ride Legacy, donc voilà, qui a été fait donc avec Rob Davio et Matt Leacock, les spécialistes des jeux Legacy. Et voilà, donc en fait, Alan Moon le dit, il n'aurait pas vraiment besoin de continuer à créer des jeux. Et dans une interview, il disait même que, enfin, il se forçait quand même, quand il décidait de sortir des suites à Ticket to Ride, de vraiment bosser les trucs, parce que en fait, il avait la garantie que le jeu serait joué par des centaines de milliers de personnes, et que donc il s'imposait le fait quand même de faire des remakes un peu intelligents, parce qu'après il y a aussi les versions allégées de Ticket to Ride, tout ça. Et donc en termes de prix, il a eu 2 Spiel des Jahres finalement, Elfenland Ticket to Ride. C'est pas mal, moi, je trouve. Il a eu l'As d'or en 2005 avec les Aventuriers du Rail. Et puis voilà, plusieurs autres prix forcément pour certains des autres jeux. J'ai noté des citations d'Alan Moon. J'aime toujours au niveau, en termes de game design, des fois ce genre d'auteurs disent toujours des trucs un peu intéressants. Donc il disait dans une interview, mon objectif est toujours de créer un jeu qui fait sourire les gens pendant qu'ils y jouent. Et en fait, il dit
qu'en tant que joueur, il ne joue jamais pour gagner, mais vraiment pour l'expérience. Et en fait, il aime faire des jeux comme ça, dans lequel finalement, c'est pas les Aventuriers du Rail, on pourrait dire que c'est un jeu, enfin, c'est quand même un jeu un peu compétitif. La preuve, il y a des championnats du monde, etc. Mais c'est un jeu familial avec un peu de hasard, et puis voilà. Parce que finalement, quand tu pioches tes objectifs, des fois, tu peux mal tomber. Donc, bref. Qu'est-ce qu'il a dit d'autre? J'aime les jeux où l'on doit prendre des risques, mais des risques intelligents. Donc en fait, voilà, il aime quand même le hasard, mais faut pas non plus que ce soit un peu n'importe quoi. Là où peut-être Bruno Feduti a mis un peu de folie dans son diamant, parce que lui, du genre échanger vos points de victoire, ça le dérange pas, Bruno Feduti, alors que c'est peut-être pas la politique de Alan Moon, l'état d'esprit. Voilà. Qu'est-ce que j'ai trouvé d'autre comme citation? Donc les meilleurs jeux sont ceux que vous voulez rejouer immédiatement après avoir terminé. Donc ça paraît assez simple. Et toujours pareil, une citation qui va toujours dans le même sens. Il ne s'agit pas d'être le meilleur stratège, il s'agit de profiter du voyage. Donc toujours dans l'état d'esprit, on joue pas pour gagner, on joue vraiment pour jouer, pour l'expérience. Donc voilà. C'était Voilà Alan pour les Moon. quelques citations d'Alan Moon. Tu nous as préparé une énigme? Ah oui, ça c'était optionnel, mais pourquoi pas. C'est pas vraiment une énigme, en fait, c'est un paradoxe un peu rigolo qui parle de train, donc je me suis dit que j'allais dire ça, donc très rapidement, parce que là je vois qu'on a déjà beaucoup débordé. Oui, c'est pas grave. Hein. En fait, il y a une énigme qui existe, qui est un peu paradoxale, dans lequel, en fait, alors il faut que j'arrive à formuler le truc, parce que je me le suis pas noté, mais admettons que vous deviez prendre un train. Ok, donc là on est en plein dans Ticket to Ride. Vous devez prendre un train et vous savez que ce train-là, ou ça peut être pareil pour le métro, ce train-là, en fait, vous savez qu'il vient toutes les 10 minutes. Toutes les 10 minutes, il y a ce train-là. Sauf que on sait que les trains, c'est des fois un peu irrégulier. Il peut y avoir des trains, des fois qui ont des retards, des fois des trains qui sont en avance. Mais en tout cas, à la fin de la journée, vous savez qu'il y a eu un train toutes les 10 minutes. Et bien en fait, il y a une question statistique, on peut demander si jamais vous décidez d'aller à la gare à n'importe quel moment de la journée, au niveau probabilité, combien de temps vous pouvez estimer passer avant d'avoir un train. Donc c'est un peu, ma formulation est peut-être un peu bizarre, mais en fait c'est une question de probabilité. Si jamais vous envoyez quelqu'un à n'importe quel moment de la journée, en moyenne, combien de temps il peut penser attendre le train. Et voilà, donc je ne sais pas si toi tu penses avoir une réponse. Tu t'as dit qu'il y avait un train tous les 10 minutes, c'est ça? En moyenne, c'est pas En toujours moyenne. régulier les trains, mais en moyenne, c'est toutes les 10 10 minutes. En tout cas, à la fin de la journée, si tu fais la moyenne, il y en a eu un toutes les 10 minutes. Combien de temps il va attendre? C'est-à-dire que s'il attend le plus longtemps possible, ça veut dire qu'il vient d'arriver juste après le départ du train, donc il risque d'attendre une dizaine de minutes. Quoi. Ça, c'est le plus possible. Ouais, ça, c'est le plus possible. Mais si on parle de moyenne, la logique voudrait qu'on dise 5 minutes. En fait, normalement, la logique voudrait qu'on dise 5 minutes. Et c'est là où il y a un paradoxe. C'est parce que, et je pense que des fois, quand on prend un métro, par exemple, on voit, c'est marqué métro toutes les 2 minutes. Et ben, en fait, des fois, on attend un peu plus et on se dit, j'ai pas de chance, c'est pas possible. Et ben, en fait, le paradoxe veut que, le temps moyen d'attente, il est plus grand que 5 minutes. Tout simplement parce que, statistiquement, tu as plus de chances d'arriver dans un grand intervalle. C'est-à-dire que, en fait, admettons qu'il y a un train au bout d'une minute et ensuite un train au bout de 19 minutes. Et ben, en fait, toi, statistiquement, tu as plus de chances d'arriver dans l'intervalle de 19 minutes. Et en fait, ce biais statistique fait que la moyenne d'attente, et ben, en fait, ça s'appelle le waiting time paradox. Et ben, le temps d'attente est plus grand que 5 minutes. Donc voilà, c'était un petit paradoxe. C'est pas spécialement une énigme. J'ai trouvé ça rigolo. Et voilà, je voulais raconter ça parce que moi, j'aime les chiffres. Ouais, donc, c'est rigolo. Si, c'est des données qui sont. On est dans le monde du jeu, donc ce genre d'analyse et de réflexion, c'est toujours passionnant en soi, et ça amène aussi, des fois, ça amène des réflexions sur des stratégies de jeu. Quand on bloque sur quelque chose, parce qu'on fait parfois, et souvent les auteurs de jeux en parlent, les auteurs réfléchissent à l'équilibrage de leur jeu, mais parfois laisse tomber l'équilibrage réel pour l'équilibrage ressenti, parce qu'on a un rapport, justement là tu nous parles de l'attente, on a un rapport à l'attente qui nous donne l'impression qu'on attend toujours trop. Dans le jeu de société aussi, parfois on a des rapports de frustration, de stratégie qui font que il vaut mieux parfois déséquilibrer un petit peu un jeu dans la réalité pour que les joueurs aient l'impression qu'il est équilibré et agréable dans leur partie. Ouais.
Et ben voilà, on peut finir par parler des aventures du rail, même si on en a déjà beaucoup parlé. J'ai préparé une petite vidéo où je vous montre simplement la collection complète Ouais. des jeux que nous avons des aventuriers du rail au chalet. Et on peut en parler, hein, tout simplement, j'ai pas grand chose à raconter de plus dessus, mais c'est pour vous montrer tous les exemplaires qu'on peut avoir en version française. Parce que je pense que j'ai à peu près tout ce qui a été possible d'avoir en version française. Et là, vous voyez que y a de quoi faire quand même. Dans toutes les boîtes qui sont sorties, il y a les petites boîtes et les boîtes de ville, mais également toutes ces boîtes dans lesquelles il y a des pays également complets avec des histoires. J'ai même la version polonaise en 2 langues. Ah ouais. Ça n'a pas beaucoup de sens, mais bon. Et des fois, ça change même le gameplay. Je crois que c'était la version Asie dans laquelle on pouvait jouer en équipe. Oui, c'est ça qui est super intéressant. Il y a un renouvellement dans les différentes boîtes et vraiment, moi, c'est un jeu que j'aime beaucoup à titre personnel parce que ça se renouvelle. Il y a des choses qui sont vraiment intéressantes à l'intérieur des Aventuriers du Rail. C'est pas un simple jeu, même si la mécanique de base est ultra simple. À votre tour de jeu, vous prenez 2 cartes ou alors vous posez des cartes de même couleur pour poser des rails sur le plateau et essayer de faire vos liaisons. Ça, c'est la mécanique de base. Mais derrière ça, il y a cette analyse de la carte, il y a le plaisir aussi de la confrontation avec les autres joueurs, leurs enjeux qu'on essaye de comprendre pour éviter d'être bloqué par eux. Et il y a des petites mécaniques qui vont se rajouter. Les 2 dernières extensions, par exemple, sont super, moi je trouve. Je crois que c'était Iberia et Corée du Sud. Je les ai trouvées vraiment très très agréables à rejouer. Et même cette mécanique de base, on va la retrouver dans pas mal d'autres jeux. Ouais. Et pour la blague, donc pendant la Gathering of Friends, il y a eu un concours de prototypes. Et en fait, le gagnant du concours de prototypes avait un proto qui s'appelait Tricket to Ride. Et Tricket pour trick, parce que trick taking game en anglais, c'est les jeux de plis. Et ben en fait, le gars avait fait un système, j'ai pas trop compris comment ça va marcher, mais dans lequel les cartes d'Aventurier du Rail, on les utilisait pour jouer à un jeu de plis, et en fonction des plis que tu gagnais, tu pouvais faire des routes. Donc voilà, donc comme quoi, en fait, quand on a un moteur de jeu comme ça, c'est aussi épuré, on peut finalement rajouter des règles pour en faire d'autres jeux. Donc c'est vrai que c'est ce qui fait la richesse de Ticket to Ride. Donc, on avait dit qu'on parlerait de Ticket to Ride, même si je pense qu'on a raconté un peu son histoire. Je vois pas grand chose d'autre. Je pense que ça peut être rigolo de montrer cette photo que Fall avait publiée sur son Facebook. Voilà, c'était une photo à Essen 2003. Donc je pense que Eric Hautemont qu'on voit sur la photo, c'est le monsieur à lunettes sur la droite là, venait de récupérer le prototype des Aventures du Rail et l'avait montré. Voilà, on voit sur la photo Marc Nounès, on voit Philippe Despalières, donc Philippe Mouret, Philippe Despalières qui est là, Marc Nounès qui est là. Ouais. Et donc on voit le texte de Fall. Ouais, c'est ça. Et les autres personnes, après, je connais pas. Et donc, c'est Fall qui prend la photo. Et son texte qu'il avait publié sur son Facebook était vachement touchant. Et en fait, il raconte que il avait pris cette photo de façon complètement anodine. Et en fait, il s'est rendu compte à quel point, finalement, cette photo, elle était fondatrice du monde du jeu, quoi. Déjà, c'est des gens, voilà, qui sont à la tête maintenant de Asmodée. Enfin, plus trop maintenant. Ils sont en train de prendre leur retraite. Et en fait, à l'époque, il raconte que pendant la partie, tout de suite, Marc Nounès avait dit c'est bon, ça va être le spiel, c'est obligé. Et puis en effet, et maintenant si on peut parler du bilan des Aventures du Rail, donc Eric Hautemont ne s'était pas trop trompé, Marc Nounès non plus. En fait, ça a quand même mis un peu de temps à décoller. Enfin non, c'est un peu exagéré, mais par exemple en 2008, donc soit 4 ans après sa sortie, Ticket to Ride avait franchi les 1 million d'exemplaires. Donc finalement, c'est pas une explosion. Enfin, je pense quand même que si c'est quand même gigantesque, 1 million d'exemplaires. Ah oui, 4 ans, oui. Ça fait 250 000 par an, hein, c'est pas mal. Ouais, c'est pas mal. En 2014, au moment de son 10e anniversaire, ils en étaient à 3 millions d'exemplaires, donc c'est pas mal aussi en 10 années. Et en fait, apparemment, il raconte que, en fait, Days of Wonder, à la base, ils ont été créés parce que c'était des gens qui étaient issus
des technologies informatiques, etc. Et ça a été, quand ils ont fondé Days of Wonder, ils ont raconté qu'ils voulaient que non seulement leurs jeux voilà, soient des jeux simples, mais surtout ils voulaient qu'il y ait une passerelle avec le numérique. Et en fait, justement, Les Aventures du Rail, ça a été un des premiers jeux qui a été adapté voilà, sur les tables, en application. Je me rappelle, il existait sur iOS, vraiment, c'était le tout premier jeu qu'on pouvait jouer en ligne. Et en fait, il raconte que c'est vraiment grâce à ça. Parce qu'Alan Moon, dans une interview, il disait que des fois, il y a des promos, et sur Steam, sur iOS, par exemple, tu peux télécharger les Aventures du Rail gratuitement. Et ben, quand il y a ces périodes-là, les chiffres de vente des Aventures du Rail explosent. En fait, les gens essayent le truc gratuitement, se rendent compte que c'est génial, achètent le jeu. Et donc, pour répondre à la question de la personne qui disait est-ce que ça marche toujours, les Aventures des Rails ou pas, eh ben, actuellement, ils en sont à 15 millions d'exemplaires vendus. Donc voilà, toute édition confondue. Donc, c'est complètement monstrueux et c'est devenu un phénomène au même titre que Call of Catan, que Carcassonne. Et donc, c'est un jeu, voilà, c'est le gateway game parfait, le jeu d'introduction parfait parce que, en fait, les règles sont très simples et pour autant, il y a quand même de la stratégie. Au point que voilà, il y a des championnats du monde. Les championnats du monde d'ailleurs pour les 20 ans de... Alors c'est un peu bizarre parce on est au 21 ans, mais il y a donc des championnats du monde qui ont lieu actuellement. Ils ont été initiés sur Board Game Arena et je crois qu'on en est à la phase où il va y avoir des sortes de demi-finales sur BGA. Il va y avoir 8 personnes qui vont être sélectionnées et qui vont participer à un tournoi à Paris. Et je crois d'ailleurs que tu vas Non, ils sont y déjà participer, non? sélectionnés. Les personnes Oui, qui doivent se rendre à c'est Paris, déjà fait. heureusement, ils ont déjà leur billet. D'accord. Ils sont déjà sélectionnés. Oui, c'est vrai. Il va y avoir, je crois qu'il y a un Espagnol, il y a un Français, il y a un Allemand, il me semble, des Américains. Donc, D'accord. il y a des personnes qui viennent d'un petit peu partout, qui vont se réunir à Paris. C'est dans 2 semaines, cette finale-là. On va la filmer. Donc ça se passe dans un train, dans un wagon-restaurant en réalité. Ah oui, c'est vrai, Et d'accord, je savais donc, pas. Ok, voilà, cool. ça va faire un petit événement, ça sera rediffusé sur Twitch, peut-être, on verra. On verra comment c'est rediffusé. J'ai pas encore toutes les infos, c'est en train de se caler là tout de suite, mais il va y avoir un petit événement là-dessus sur la demi-finale et finale qui auront lieu à Paris. Ok. Et ça me fait penser lors des 10 ans des Aventures du Rail, en 2014, il y avait eu un tournoi aussi qui avait été organisé. Tu dois voir de quoi je parle. C'était Trick Track à l'époque qui avait filmé la finale. Ça avait été diffusé en live ou peut-être en différé, je ne sais plus. Ça s'était passé à Issy-les-Moulineaux dans le musée de la carte à jouer ou quelque chose comme ça. Et en fait, il y avait eu un bad buzz par rapport à ça parce que le champion du monde, celui qui avait gagné la finale, et ben finalement les passionnés s'étaient mis à re-regarder comment il avait joué. Et il s'était rendu compte quand même qu'il avait sorti beaucoup de cartes Joker. En fait, il faut savoir que en compétition, le jeu Aventurier du Rail, et ben en fait, c'est assez particulier parce que la stratégie consiste à piocher des cartes au hasard pendant tout un moment. Au début de la partie, ils font que ça, histoire que les adversaires ne puissent pas voir ce que tu as pris comme couleur. Et en fait, ils avaient calculé que statistiquement, c'était impossible que cette personne-là ait pioché autant de jokers. Et en fait, il était apparu apparemment qu'il y avait quelques cartes qui étaient sorties de sa manche. Ouais. Donc voilà, donc ça avait fait un bad buzz. D'autant qu'à l'époque, je crois me rappeler que ce monsieur-là était aussi champion du monde de Catan. Et Catan, on sait qu'il y a aussi un jeu dans lequel il y a des cartes, etc. Ouais. Donc bref, faudra regarder, il faudra surveiller les manches dans votre tournoi oui, non, mais là, je pense dans quelques semaines. On pense pas qu'il y ait de triche dans le monde du jeu, on a l'impression que que les gens sont différents que dans le reste du monde, mais non, pas forcément. Évidemment, là, il y a des enjeux. Ça a fait parler avec sourire parce que c'est pas non plus. Je crois qu'il y avait un voyage à gagner sur le tournoi d'il y a 10 ans. Je sais pas s'il y a quelque chose à gagner là. Mais à partir du moment où il y a un enjeu financier, c'est peut-être pour ça qu'après ça fait révéler les tricheurs, quoi. Ça, vous découvrirez ça un petit peu plus tard. On arrive sur la fin de cette émission. On a eu le plaisir de partager avec vous à la fois ces rassemblements ludiques qui font rêver, parce qu'on a tous envie évidemment de participer, qu'ils aient un volet professionnel ou pas, à des moments de jeu. Le jeu de société, c'est pour se réunir autour de la table, c'est aussi pour se réunir dans des lieux. On vous a parlé des Aventuriers du Rail, puisque Alan Moon, qui est l'organisateur de Gathering Around Friends, est aussi
l'auteur des Aventuriers du Rail, et justement, donc, vous allez avoir la possibilité de pouvoir revoir sur notre chaîne, sur la chaîne d'Amonde de Jeu, la partie de Diamant qui est en ligne, là tout de suite, ça y est, je l'ai mis en ligne pendant cette émission, donc vous pouvez directement après cette émission aller regarder cette partie qu'on a tournée avec Bruno Feduti, qui est l'organisateur des ludopathiques, l'équivalent donc des Gathering of Friends Tout se recoupe. en France. C'est incroyable comme tout se recoupe. À croire qu'on ait préparé les choses en fonction. Ouais. Mais c'était très cool, Johan, de faire cette émission avec toi. En effet, c'était très bien. Une première tentative à distance, donc il y a des petits trucs qu'il faut qu'on améliore d'ici les prochaines émissions, mais ça nous a permis aussi d'initier les choses, de se lancer, et je vous cache pas que le nombre de sujets qu'on a envie d'aborder, parce que d'un seul coup on se dit on peut faire plein de choses, il y a plein de thèmes qu'on peut évoquer avec vous, quand on a de chouettes collections et plein d'anecdotes à raconter, on a envie aussi de les partager. On refera des formats-là, on va réfléchir. N'hésitez pas à nous dire dans les commentaires si vous regardez sur YouTube le replay de cette émission, les sujets que vous aimeriez bien, ça nous aura peut-être des idées ou peut-être pas, peut-être qu'on en fera qu'à notre tête, comme d'habitude. Mais on a envie évidemment de continuer à vous parler de tout ça, des jeux de société dans son ensemble. Mais dans cette émission même, il y a plein de sujets où je me suis dit, là, ça vaudrait le coup d'en parler davantage. C'est sûr. C'est la fin de cette émission. Parfait. Merci de l'avoir suivi. On vous donne rendez-vous très bientôt pour de nouvelles vidéos sur nos chaînes. À très bientôt. Ciao.